Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder deux notions importantes en système dynamique, que sont les notions de transitivité et de minimalité. On va commencer par donner une définition. Donc, on se donne un système dynamique XF. Donc, un système dynamique discret. On dit que XF est transitif s'il existe un point avec une orbite dense. Donc si et seulement si, il existe un petit x appartenant à grand X, tel que l'orbite de x est dense dans X. Donc ça c'est la transitivité. On dit que XF est minimal si et seulement si tous les points sont transitifs. Ça veut dire quel que soit x appartenant à grand X, l'orbite de x est égale à grand X. Donc s'il existe au moins un point dans l'orbite est dense, on dit que XF est transitif. Si tous les points de votre espace possèdent une orbite dense, on dit que le système est minimal. On va voir quelques exemples de systèmes dynamiques transitifs et de systèmes dynamiques minimaux parmi les classes de systèmes dynamiques importants qu'on a montré au chapitre 1. On va commencer par le cas des systèmes dynamiques de l'intervalle. Dans le cadre des systèmes dynamiques de l'intervalle, souvent le graphe des orbites permet de caractériser numériquement si on a des orbites denses, si on n'a pas d'orbites denses. Donc par exemple ici, on a deux graphes d'orbites. Là, on a tracé 1000 itérés et on constate que les itérés en fait permettent entre guillemets de couvrir la totalité de l'espace, ce qui suggère que l'orbite de ce point-là est dense. Ça n'est évidemment pas une preuve, mais souvent c'est un très bon indicateur. Donc ici, c'est clairement un indicateur que le système, l'orbite de ce point-là n'est pas dense, parce que j'ai toute une région qui reste vide, qui n'est pas couverte. Voilà, on a tracé 1000 premiers itérés, et ils ont tendance à se concentrer sur deux régions distinctes. Donc là également, ça n'est pas une preuve, mais c'est un très bon indicateur que l'orbite de ce point-là n'est pas dense. On va montrer que si alpha est un rationnel, la rotation de rayon alpha n'est pas un système dynamique transitif. La preuve est relativement simple. On va montrer que tout point ne possède pas d'orbite dense. Donc on va montrer que quel que soit x appartenant à 0,1, et ben l'orbite de x fermée n'est pas égale à 0,1. L'idée est très simple en fait. Si vous dites que vous avez un angle de rotation qui est rationnel, si vous commencez par un point qui est là, vous êtes sûr de revenir ici au bout d'un nombre fini d'étapes. Et donc vous allez faire par exemple première itérée, deuxième, troisième, on va dire quatrième. Vous allez faire ça. Et au bout d'un moment, vous revenez ici. Et quand vous revenez ici, vous refaites le même chemin à l'infini. Et donc, vous ne passez pas par tout ça, toutes ces régions-là. En fait, vous ne passez pas par-dessus. Et pour la preuve, c'est simple. Si je dis que x appartient à 0,1, je sais que si alpha est un rationnel, alors je peux l'écrire sous la forme P sur Q. P et Q étant premier entre eux, et bien sûr P et Q sont des entiers. Alors si je dis ça, l'orbite de x, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir x, r alpha de x, r carré, etc. jusqu'à r
q-1 de x. Ça, rappelez-vous, on a dit que si alpha s'écrit sous la forme P sur Q, alors notre point X sera un point périodique de période Q. Et si je prends cette orbite-là, c'est un fermé. Donc si je le ferme, j'ai toujours le même résultat. Et donc à l'intérieur, je vais trouver seulement Q point. Et donc ça ne peut pas être égal à 0,1. Du coup, il n'y a aucun point qui possède une orbite dense et donc le système n'est pas transitif. On va montrer la proposition suivante. Donc si alpha est un irrationnel, le système dynamique associé à cette rotation en fait sera transitif. Alors, pour démontrer que ce système est transitif, il suffit de montrer que un des points possède une orbite dense. Dans ce cas, on va montrer que 0 possède une orbite dense. Donc on va faire la preuve que la fermeture de l'orbite de 0 est égale à tout le cercle. Il y a une première idée à comprendre ici. Je vais dire que le point 0 de mon cercle, c'est ça. Je vais essayer de répartir, en fait, les n-1 itérés de 0. Donc je vais dire que, par exemple, R alpha 0 va se trouver ici. Je vais dire que R carré alpha de 0 se trouve ici. Peut-être que R3 alpha de 0 va se trouver là. Ainsi de suite. Et je vais dire par exemple que ça sera Rn-1 Rn-1 alpha de 0. Alors, l'élément qu'il faut prendre en compte, c'est que 0 ne peut pas être périodique, donc je dois placer tous ces itérés de sorte à ne jamais revenir sur 0. Donc j'ai le choix, en fait, les points vont se répartir un petit peu partout autour du cercle, à condition de ne pas avoir un point qui va venir se coller sur un autre point, auquel cas ce point-là sera périodique et ça contredit la démonstration qu'on a faite que si alpha est un irrationnel, aucun point n'est périodique. Maintenant, je vais prendre la distance entre un point et un point qui vient juste derrière lui. Cette distance-là n'est pas nécessairement uniforme, c'est-à-dire cette distance-là n'est pas nécessairement égale à celle-là, mais je sais que comme le cercle est de longueur 1, voilà, si je l'écris comme ça veut dire si je prends le cercle et je l'éclate comme une ficelle, c'est-à-dire si je la coupe ici, que je la trace comme ça, si je place n points ici, et que je dis la longueur totale ici c'est 1, il y aura au moins 2 points qui seront à une distance inférieure à 1 sur n. Et le même raisonnement, je vais l'appliquer ici. Si je répartis ici n points au total sur le cercle et que la longueur du cercle vaut 1, il y aura au moins 2 points qui seront à distance inférieure à 1 sur n. À partir de là, je peux affirmer ceci. Il existe un indice i et un indice j tel que la distance entre RI alpha de 0 et RJ alpha de 0 est inférieure à 1 sur n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque epsilon positif, je sais qu'il existe un n tel que 1 sur n est inférieur à epsilon. Il suffit en fait de prendre le n là en question et de considérer les deux itérés, donc i et j, qui vont vérifier ceci. Ça veut dire que il existe i et j tel que
la distance entre RI alpha de 0 et RJ alpha de 0 est inférieure à notre epsilon. Donc ça c'est le premier élément de ma démonstration. Le deuxième élément, ça sera la remarque suivante. Je sais que la rotation est une isométrie, donc elle préserve la distance. Donc je sais que la distance entre RI alpha de 0 et RJ alpha de 0 est égale à la distance entre RI-1 alpha de 0 et RJ-1 alpha de 0. Alors, je peux supposer sans perte de généralité que I est strictement supérieur à J. Et je vais continuer ce raisonnement. Donc la distance sera égale à I-2, J-2. Et je vais continuer jusqu'à arriver à ceci. Donc ça sera la même chose que la distance entre RI-J alpha de 0 et 0. On vient de montrer qu'il existe I et J, tel que la distance entre RI-J alpha de 0 et 0 est inférieure à epsilon. On va regarder cette formule-là d'un petit peu plus près. Donc si je dis que j'ai calculé l'itéré I-J alpha de 0, ça veut dire en fait que j'ai ajouté alpha modulo 1 I-J fois. Et ça c'est la même chose que d'ajouter une seule fois l'angle I-J fois alpha et de l'appliquer à 0. Et ça revient encore à dire que j'ai itéré d'un certain angle bêta de 0. On va regarder que fait maintenant la fonction R bêta de 0. Si je dis que ça c'est mon point 0, je sais que R bêta de 0 sera à une distance inférieure à epsilon de 0. Et donc je vais dire par exemple qu'il va être là. Et donc ça sera R bêta de 0. Je sais que R carré bêta de 0 sera à une distance inférieure à epsilon de R bêta de 0 parce que c'est une isométrie. Donc R carré bêta de 0 va se trouver ici. Et j'aurai la même chose pour R3. Ainsi de suite. Et à chaque fois, la distance ici, elle sera inférieure à epsilon. Maintenant, si je prends un point X quelconque qui appartient au cercle, qu'est-ce qui se passe? Ce point X là sera quelque part dans l'un de ces arcs. Donc pour cet X là, il existe un entier K tel que notre X va appartenir à l'arc, par exemple, R bêta K de 0 et R bêta K plus 1 de 0. Mais si X appartient à cet arc-là, ça veut dire que la distance entre X et R bêta K de 0 est inférieure à epsilon qui est la longueur totale de l'arc. Mais si je dis ça, ça veut dire que la distance entre X, maintenant je vais revenir à alpha, et si je dis que j'ai itéré K fois avec l'angle bêta, ça veut dire juste que j'ai itéré K fois I-J fois avec l'angle alpha de 0. Vous pouvez dire que ça c'est K', et donc pour n'importe quel X de l'intervalle 0,1, il existe un indice K' tel que la distance entre X et RK'
alpha de 0 est inférieur à epsilon. Et ça prouve que je peux me rapprocher aussi près que je veux de n'importe quel élément uniquement en utilisant les itérés de 0, et donc l'orbite de 0 est dense. Deuxième exemple que nous allons voir, c'est le système dynamique associé à la fonction doublement de période. Et on va démontrer que ce système dynamique est transitif, mais qui n'est pas minimal. On va commencer par la preuve, par la partie simple. Pourquoi le système dynamique associé à la fonction doublement de période n'est pas minimal? Tout simplement parce qu'il possède un point fixe ou un point périodique. Si vous avez un point fixe ou un point périodique, son orbite est infermée. Quand vous la fermez, c'est clairement pas l'ensemble total, dans le cas de 0,1, sauf si votre système est réduit à une seule orbite, et dans ce cas, il ne peut pas être minimal. Donc ici, par exemple, on a 0 est un point fixe, comme c'est un point fixe, l'orbite de 0 ne contient que le 0. C'est infermé et donc l'orbite de 0 n'est pas dense. Comme il existe au moins un point qui ne possède pas d'orbite dense, ça veut dire que le système n'est pas minimal. On va aborder maintenant la suite de la preuve. On va montrer que le système associé à la fonction doublement de période est transitif, et pour ça, on va construire un point qui possède une orbite dense. Comment on construit ce point? On va l'appeler par exemple alpha. On va construire le point alpha qui appartient à 0,1 en donnant son développement en base 2. D'accord? Comment on donne le développement en base 2 de alpha? Je vais écrire alpha comme étant 0, je vais commencer par mettre toutes les possibilités à un chiffre de ma base. Donc on rappelle que la base B c'est 0,1 parce qu'on est en base 2. Donc toutes les possibilités à un chiffre, donc il n'y a que 0 et que 1. Donc je vais écrire 0 et je vais écrire 1. Donc première fois, je mets toutes les possibilités à un chiffre. Ensuite, je vais rajouter toutes les possibilités à deux chiffres. Donc à deux chiffres de cette base, j'aurai 4 possibilités. Donc il y a 0, 0, première possibilité. Ensuite, je vais coller 0, 1, deuxième possibilité. 1, 0, et enfin 1, 1. Quand je termine ça, je vais ajouter toutes les possibilités à 3 chiffres. À 3 chiffres, donc je vais avoir 8 possibilités. Donc on aura 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Après, on va commencer par 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Bon, j'en ai fait 6, il en reste 2. 1, 1, 0. Et enfin, 3 fois 1. Quand j'écris toutes les possibilités à 3 chiffres, ensuite je vais coder toutes les possibilités à 4 chiffres, toutes les possibilités à 5, et ainsi de suite. Donc voilà comment on construit le développement en base 2 de alpha. Maintenant, on va démontrer que l'orbite de alpha est dense. Alors comment on montre ça? N'importe quel élément de 0,1, on doit pouvoir l'approcher aussi près que l'on veut par
des éléments de l'orbite de alpha. On considère x quelconque qui appartient à 0,1. Comme x appartient à 0,1, il va posséder un développement en base 2, qu'on peut écrire sous la forme 0, x1, x2, etc. Maintenant, pour tout epsilon positif, il existe un n0 tel que 1 sur 2 à la puissance n0 est strictement inférieur à epsilon. Maintenant, rappelez-vous, on avait dit que pour construire notre alpha, on a mis toutes les combinaisons possibles des chiffres de la base B. Je mets au début les combinaisons à un seul chiffre, de 0 et 1, ensuite à 2, ensuite à 3, et ainsi de suite. Ça veut dire que pour x, si j'ai envie qu'il y ait à un moment donné l'orbite de alpha, un terme de l'orbite de alpha soit proche de x, il suffira, en considérant cette inégalité-là, il suffira qu'il ait le même développement, la même séquence de développement jusqu'à n0. D'accord? Donc l'idée c'est la suivante. Comme quand je construis la valeur de alpha, je vais mettre toutes les combinaisons possibles de 2, de 3, etc. En particulier, à un moment donné, je vais mettre les combinaisons de n0 chiffres. D'accord? Et donc cette combinaison-là finira par apparaître dans le développement de alpha. Quand est-ce qu'elle va apparaître? On va dire qu'il y a un entier à partir duquel je vais trouver ça. Cet entier, on va le noter M. On va dire quand j'aurai fini les combinaisons de 2, de 3, de 4, de 5, etc. Je finirai à un moment donné par mettre toutes les combinaisons possibles de n0 chiffres. Comme je mets toutes les combinaisons possibles, celle-là en particulier va apparaître au bout d'un certain nombre d'itérations qu'on va noter 1. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il existe un entier M tel que dans mon développement de alpha, je vais écrire 0,01, etc. Et je vais faire ça M fois. À partir de M plus 1, je vais retrouver cette séquence-là. Donc je vais finir par retrouver x1, x2 jusqu'à xn0. Après, ça va continuer avec le développement de alpha. Là, on est sur alpha. Mais si je dis que mon alpha vérifie cette propriété, ça veut dire quoi? On a dit quand on applique la fonction doublement de période, en fait, on décale juste la virgule. Et donc, quand je vais décaler la première fois, je vais éliminer le 0. La deuxième fois, je vais éliminer le 1. Et si je décale m fois, je vais éliminer toute cette séquence. Et donc, bm de alpha sera égal à quoi? Il sera égal à 0,x1, x2 jusqu'à xn0. Mais si je dis ça, ça veut dire que bm de alpha et x ont le même développement en base 2 jusqu'à la coordonnée n0. Donc si je fais la soustraction, je sais que ça sera des 0 ici. La distance entre les deux donc, va changer à partir de la composante n0 plus 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre bm de alpha et x est plus petite que 1 sur 2 à la puissance n0. Alors pourquoi elle est plus petite que 1 sur 2 à la puissance n0? Parce que quand vous allez faire ça moins ça, même si vous supposez que ici vous avez par exemple que des 1 et ailleurs vous avez que des 0, vous aurez la somme à l'infini à partir de 1 sur 2 à la puissance n0 plus 1, et ça sera toujours plus petit que 1 sur 2 à la puissance n0. D'accord? Comme c'est plus petit que 1 sur 2 à la puissance n0, ça veut dire que ça, c'est plus petit que epsilon, et ça termine la preuve que l'orbite de alpha est dense, parce que pour tout x, vous pouvez vous rapprocher aussi près que vous voulez avec des éléments de l'orbite de alpha.